Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du raisonnement par récurrence, qui est un incontournable du programme de terminale. Et donc on va voir un petit peu quel genre de résultats les récurrences permettent de démontrer et puis comment ça se passe une récurrence. Donc la première chose importante à assimiler, c'est que les raisonnements par récurrence, eh bien, ils permettent de démontrer des résultats sur l'ensemble n, donc l'ensemble des entiers naturels. Alors ça peut être n tout entier ou un sous-ensemble de n. Par exemple, ça pourrait être n étoiles ou bien les entiers naturels en commençant à 2, donc n privé de 0 et 1. Enfin, peu importe où on commence, mais ça concerne des entiers naturels. Donc si un jour on vous demande de montrer un résultat valable pour tout n appartenant à grand N ou un sous-ensemble de n et que vous ne voyez pas comment faire, eh bien, ça peut être une bonne idée de regarder si à tout hasard une récurrence ne permettrait pas de démontrer le résultat qu'on vous demande. Quelquefois, on peut démontrer des résultats sur n sans avoir besoin de récurrence, et d'ailleurs vous l'avez certainement déjà fait pendant les années précédentes, avant la terminale, mais si on n'a pas d'idée, on peut regarder si une récurrence, ça fonctionnerait pas plutôt bien dans le cas où on est. Et le principe du raisonnement par récurrence, eh bien, ça va être que la propriété, en fait, se propage de proche en proche. Donc, on va essayer de faire une analogie avec une épidémie, par exemple. On va considérer qu'il y a des individus euh, qui sont côte à côte, qui forment une ligne. Donc, j'espère que vous pardonnerez mes talents de dessinateur. Hein. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai pas fait les beaux-arts, ça se voit, je pense. Et ils sont tous côte à côte, les bonhommes. Et on va dire que quand il y a une personne qui est infectée par un virus, eh bien, il va infecter son voisin de droite. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une transmission. Et ça, on va supposer, alors, c'est pas très réaliste par rapport aux épidémies qui existent dans la vraie vie, mais on va supposer que cette transmission, elle est instantanée. Donc, si il y a un bonhomme qui est infecté, il va tout de suite infecter son voisin de droite. Et donc, en faisant cette hypothèse, cette modélisation de l'épidémie, on peut se rendre compte qu'en fait, si à un moment, il y a une personne qui est infectée, toutes les personnes à sa droite vont l'être. Parce que, admettons, si celle-ci est infectée, donc elle a le virus, eh bien, elle va infecter son voisin de droite, mais maintenant, le voisin de droite va être infecté, donc il va infecter son propre voisin de droite, et ainsi de suite. Et donc, le virus va se propager vers la droite indéfiniment. Là, ici, il n'y a que 5 bonhommes qui sont dessinés. Et on peut imaginer que ça continue indéfiniment, et donc le virus il va se propager indéfiniment vers la droite. Donc ça veut dire que si à un moment, il y a une personne qui est infectée, toutes les personnes après elle seront infectées. Sauf que, pour que tout le monde soit infecté, ou qu'en tout cas une grande partie des personnes soient infectées, il faut qu'à un moment, il y ait une personne qui commence par l'être. S'il n'y a pas de première personne infectée, personne va avoir le virus. Donc, il faut qu'il y ait une personne qui soit infectée. En épidémiologie, c'est ce qu'on appelle le patient zéro, la première personne qui est infectée par le virus ou par la bactérie, enfin par le pathogène de manière générale. Et donc là, ici, ce serait par exemple le patient zéro. Et donc là, ici, il y a une première personne qui est infectée. Donc après, la propagation va pouvoir être initiée. Donc d'abord au voisin immédiatement à droite, puis à celui encore plus à droite, et ainsi de suite. Donc il y a deux choses pour que tout le monde, ou en tout cas une grande majorité de personnes, soient infectées. Il faut qu'il y ait propagation du virus et qu'il y ait un patient zéro, donc une première personne à être infectée. Et si on veut que tout le monde soit infecté, eh bien il faut que ça soit la première personne, enfin que la première personne soit infectée, la personne la plus à gauche de la ligne soit infectée. Et si cette personne est le patient zéro, tout le monde va être infecté par le virus. Et donc, le raisonnement par récurrence, ça va être exactement ça. Si vous avez compris cette analogie, vous avez compris la récurrence. Parce que pour la récurrence, ça va être la même chose. Mais au lieu d'avoir des personnes côte à côte, on va avoir des nombres côte à côte. Donc, ce seront les entiers naturels. Donc, 0, 1, 2, 3, 4. Et puis,
la première étape de la récurrence, il va y avoir deux grandes étapes. En fait, la première, c'est ce qu'on appelle l'initialisation, et la deuxième, c'est l'hérédité. Eh bien, l'initialisation va consister à montrer que la propriété qu'on veut prouver est vérifiée pour n égale 0, pour le premier antinaturel pour lequel on veut montrer que le résultat est valable. Donc si on veut montrer le résultat sur n, l'initialisation concernera 0. Si on veut montrer que le résultat est valable sur n étoiles, l'initialisation concernera 1, et ainsi de suite. Mais là, en supposant qu'on veut montrer un résultat sur n, l'initialisation, on la fera sur 0. Et elle consistera à montrer que la propriété est vérifiée en 0. Et la deuxième étape, l'hérédité, elle va consister à montrer que la propriété se propage. C'est-à-dire que si elle est vérifiée à un endroit, elle sera vérifiée au rang d'après. Donc elle se propage vers la droite. Et donc, si la propriété se propage vers la droite et qu'elle est vérifiée au rang n égale 0, eh bien ça veut dire qu'elle est vérifiée pour tous les entiers naturels. Et donc c'est ça le principe de la récurrence. Initialisation, c'est le patient 0, et l'hérédité, c'est la propagation du virus. Là, en l'occurrence, la propagation de la propriété. Mais sauf que, pour l'hérédité, on veut montrer que elle se propage à n'importe quel rang. Ça veut dire qu'on va pouvoir dire, ah bah tiens, elle est vraie en n égale 0, ma propriété, je viens de le montrer lors de l'initialisation. Je regarde si elle est encore vraie en 1. Admettons, oui, elle l'est. On peut pas dire, ah bah voilà, j'ai montré qu'elle se propage. Non, parce qu'il faut le montrer à chaque rang qu'elle se propage. Ce qui veut dire qu'il va falloir prendre un rang n qui appartient à n, donc qui est un entier naturel, supposer que la propriété est vérifiée à ce rang-là, et puis se poser la question de est-ce que ça implique qu'elle est vérifiée au rang d'après. Et donc voilà, en termes de rédaction, eh bien la récurrence, comme je le disais, va être divisée en deux étapes. L'initialisation, on montre le résultat pour le premier rang, donc si on travaille sur n, ça sera pour petit n égale 0. Et l'hérédité, on montre que la propriété est héréditaire, donc autrement dit qu'elle se propage de proche en proche. Et donc l'hérédité, elle commencera toujours par une phrase de ce type-là, soit n appartenant à grand N fixé, ou n étoiles, ça dépend sur quel ensemble on travaille. Supposons la propriété vérifiée au rang n. Donc ça, on imagine qu'elle est vraie, on l'admet. Et la question, c'est est-ce qu'elle va se propager? Donc, montrons qu'elle reste vraie au rang n plus 1. Et ensuite, l'idée, ça va être de montrer qu'elle est toujours valable au rang n plus 1 en utilisant le fait qu'on suppose qu'elle est vérifiée au rang n. Donc voilà, c'est un petit peu le principe du raisonnement par récurrence, donc avec les deux étapes, initialisation et hérédité. Donc dans les prochaines vidéos, on fera plein de petits exemples de raisonnement par récurrence, parce que c'est vraiment un incontournable du programme de terminale, comme je le disais. Mais pour cette vidéo-ci, on va s'arrêter là. Donc j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo et puis vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.